À Thanksgiving, j'ai mentionné en passant que j'avais acheté un appartement de 5,7 millions de dollars à Miami. Ma sœur m'a accusé de ruiner la famille, tu étais censé m'aider, pas t'aider toi-même. Mes parents ont exigé que je m'excuse. Quelques semaines plus tard, quand ma sœur a été licenciée, ils s'attendaient à ce que je la tire d'affaire avec un emploi bien rémunéré. Mon offre les a sidérés. Tu étais censé m'aider, pas t'aider toi-même. La voix de ma sœur Betty résonna à travers la table de Thanksgiving. Son visage était rouge de colère. Tous les regards à table se tournèrent vers moi, les fourchettes suspendues en l'air, l'odeur de dinde rôtie devenant soudain lourde dans le silence stupéfait. Je restais assise là, mon estomac noué, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Tout ce que j'avais fait était de mentionner, dans ce que je pensais être une conversation informelle, que j'avais récemment acheté un appartement à Miami, un endroit magnifique surplombant l'eau, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années. Mais à en juger par les expressions horrifiées autour de la table, on aurait cru que j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. Je m'appelle Diana. J'ai 32 ans et j'ai passé la dernière décennie à bâtir une carrière dans le développement immobilier commercial. Je travaille pour Brightway Mining, une entreprise spécialisée dans la sécurisation de transactions foncières et le développement de propriétés dans le sud-est des États-Unis. Mon travail est exigeant, nécessitant de longues heures, des déplacements constants et une capacité à négocier des accords qui peuvent faire ou défaire un projet. J'ai gravi les échelons, passant d'un poste de débutante à celui de directrice principale des acquisitions. Et chaque promotion que j'ai obtenue s'est accompagnée de sacrifices, de nuits tardives, de fêtes manquées, de relations qui se sont éteintes parce que j'étais toujours dans un avion pour une nouvelle ville. J'ai beaucoup sacrifié pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et je l'ai fait sans demander d'aide à personne. Bethany, en revanche, a 29 ans et n'a jamais gardé un emploi plus de 18 mois. Elle a travaillé dans le marketing, les relations publiques, l'organisation d'événements et une douzaine d'autres domaines, chaque fois convaincue que c'était enfin la carrière qui allait durer. Chaque fois, quelque chose tournait mal, un patron qui n'appréciait pas sa vision, des collègues jaloux de ses idées, des entreprises trop rigides pour laisser sa créativité s'épanouir. Ses parents la croyaient toujours, amortissaient toujours ses chutes en lui assurant qu'elle était simplement trop talentueuse pour ses environnements, qu'elle traversait une phase, que la bonne opportunité ne s'était pas encore présentée. Avant, j'éprouvais de la sympathie pour elle, je pensais qu'elle avait peut-être vraiment du mal à trouver sa place dans le monde. Mais au fil des années, j'ai commencé à discerner un schéma. Bethany ne peinait pas parce que le monde était injuste envers elle, elle peinait parce qu'elle s'attendait à ce que tout lui soit donné sans effort. Elle voulait le bureau d'angle sans passer par le poste de débutant, elle voulait le salaire à 6 chiffres sans développer les compétences, et nos parents l'ont encouragée à chaque étape. Assise à cette table de Thanksgiving, avec Bethany me foudroyant du regard et mes parents l'air déçus, j'ai réalisé quelque chose que j'essayais d'ignorer depuis des années, ils ne voyaient pas mon succès comme quelque chose que j'avais gagné, mais comme quelque chose qui aurait dû être partagé avec Bethany. Ils croyaient sincèrement que parce que j'avais réussi, je lui en devais une part. L'appartement à Miami n'était pas le symbole de mon travail acharné, c'était la preuve que j'avais été égoïste. Ma mère posa son verre de vin, ses lèvres pressées en une ligne fine. « Diana, tu sais que ta sœur traverse une période difficile. » Était-ce vraiment le meilleur moment pour évoquer un achat aussi extravagant? Je la regardais, cherchant mes mots. Extravagant. J'avais économisé pendant des années, travaillé 80 heures par semaine, manqué des anniversaires, des mariages et des réunions de famille parce que je construisais quelque chose pour moi-même. Et maintenant, parce que j'avais enfin acheté une maison dont je pouvais être fier, on me faisait sentir coupable. Je ne pensais pas que le mentionner poserait problème, dis-je doucement. Je partageais juste une bonne nouvelle. Bethany laissa échapper un rire amer. « Bonne nouvelle, Diana? As-tu la moindre idée à quel point ça sonne faux? J'ai à peine de quoi joindre les deux bouts et toi, tu achètes un appartement de plusieurs millions de dollars comme si de rien n'était. » À peine de quoi joindre les deux bouts, répétai-je, ma voix plus acerbe que je ne l'avais voulu. Tu vis gratuitement chez maman et papa depuis 1 an. Il paie ton assurance auto, il couvre ta facture de téléphone. Tu n'as pas à peine de quoi vivre. Tu es soutenu. Mon père s'éclaircit la gorge, son expression sévère. Ça suffit, Diana. Ta sœur traverse une période difficile, et la dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'on lui rappelle à quel point tu as plus de succès. Je sentis ma poitrine se serrer. À quel point j'avais plus de succès. Comme si ma carrière m'avait été servie sur un plateau d'argent,
comme si je ne m'étais pas épuisé à travailler pour en arriver là. J'avais envie de leur crier, de leur faire comprendre que j'avais gagné chaque chose que je possédais. Mais je pouvais le voir sur leur visage, ils ne voulaient pas comprendre. Ils voulaient que je m'excuse de ne pas rendre la vie de Betty plus facile. Je n'essaie pas de la faire se sentir mal, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Je voulais juste partager quelque chose dont j'étais fier. Eh bien, peut-être aurais-tu dû penser à ce que ça lui ferait, dit ma mère, son ton dégoulinant de déception. Bethany croisa les bras, ses yeux brillants de larmes. Tu as toujours été comme ça, Diana, toujours à te faire passer en premier, toujours à agir comme si tu étais meilleure que tout le monde. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je me sentais piégé, étouffé par le poids de leurs attentes. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de faire mes preuves, à leur montrer que j'étais capable et forte. Et maintenant, à cet instant, je réalisais que rien de tout cela n'importait. Ils ne me voyaient pas comme une personne qui réussit, ils me voyaient comme une égoïste. Le reste du dîner se déroula dans un silence inconfortable. Je picorais ma nourriture, ne goûtant presque rien. Bethany était assise en face de moi, son expression mêlant colère et apitoiement. Mes parents échangèrent des regards, leur déception palpable. Lorsque le repas fut enfin terminé, j'aidai à desservir la table, désespéré de trouver une excuse pour quitter la pièce. Alors que je me tenais à l'évier, rinçant les assiettes, ma mère s'approcha de moi. « Diana, je pense que tu dois des excuses à ta sœur. » Je me tournai vers elle, l'incrédulité m'envahissant. « Des excuses pour quoi ? » Pour l'avoir fait se sentir petite, dit-elle simplement. « Tu sais à quel point elle est sensible. » J'avais envie de discuter, de lui dire que les sentiments de Betty n'étaient pas ma responsabilité. Mais je pouvais le voir dans ses yeux, elle n'allait pas céder. Dans son esprit, c'était moi qui avais tort, c'était moi qui devais arranger les choses. Je m'essuyais les mains sur une serviette, ma mâchoire serrée, je ne vais pas m'excuser d'avoir travaillé dur et d'avoir accompli quelque chose. Ma mère soupira, secouant la tête, c'est exactement de cela dont je parle, Diana. Tu es tellement centrée sur toi-même que tu ne peux pas voir comment tes actions affectent les autres. Je quittai la cuisine sans un mot de plus, attrapant mon manteau et me dirigeant vers la porte. Alors que je marchais vers ma voiture, je pouvais sentir le poids de leur jugement peser sur moi. Je restai assise sur le siège conducteur un long moment, fixant le volant, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi. J'avais toujours su que ma famille ne comprenait pas entièrement ma carrière, mais je n'avais jamais réalisé à quel point ils la sous-estimaient. Pour eux, mon succès n'était pas quelque chose à célébrer, c'était quelque chose à redistribuer. Je rentrais chez moi cette nuit-là le cœur lourd, rejouant la conversation encore et encore dans mon esprit. Je pensais à toutes les fois où j'avais soutenu Bethany, toutes les fois où je lui avais offert des conseils, des contacts, même de l'argent quand elle en avait besoin. Et pourtant, ce n'était jamais suffisant. Elle voulait toujours plus. Et nos parents s'attendaient toujours à ce que je le lui donne. Alors que j'entrais dans le parking souterrain de mon immeuble à Atlanta, je pris une décision. J'en avais assez de les laisser me faire culpabiliser pour mon succès. J'en avais assez de m'excuser d'avoir travaillé dur. S'ils voulaient me voir comme égoïste, alors qu'il en soit ainsi. J'avais passé trop d'années à essayer de gagner leur approbation, et il était temps d'arrêter. Mais même en me faisant cette promesse, une petite partie de moi se demandait si les choses changeraient un jour vraiment. Bethany prendrait-elle un jour la responsabilité de sa propre vie ? Mes parents me verraient-ils un jour comme autre chose qu'une ressource à exploiter chaque fois que Bethany aurait besoin d'aide ? Je n'avais pas les réponses. Mais je savais une chose avec certitude, je n'allais plus sacrifier mon propre bonheur pour les rendre confortables. J'avais trop travaillé, trop sacrifié pour les laisser me l'enlever. Je pensais à chaque année où je me battais pour progresser dans ma carrière pendant que ma sœur passait d'un emploi à l'autre, toujours amortie par la conviction de nos parents qu'elle ne faisait que traverser une phase. Je me souvins des premiers jours, fraîchement sorti de l'université, lorsque j'avais pris un stage non rémunéré dans une petite agence immobilière à Birmingham, en Alabama. Je vivais dans un petit studio exigu avec 2 colocataires, survivant avec des nouilles instantanées et du café noir. Je travaillais 12 heures par jour, classant des documents, faisant des appels à froid, accomplissant toutes les tâches subalternes dont mes supérieurs avaient besoin. J'étais déterminé à faire mes preuves, à montrer que j'étais sérieuse quant à la construction d'une carrière. Bethany, quant à elle, avait obtenu son diplôme un an après moi, avec une licence en communication.
Elle avait décroché un emploi dans une agence de marketing boutique à Atlanta, un poste que nos parents l'avaient aidé à obtenir grâce à un ami de la famille. Elle parlait sans cesse de son enthousiasme, de la façon dont cela allait être le début de quelque chose d'incroyable. 6 mois plus tard, elle a démissionné. Le travail était trop exigeant, elle disait que son patron n'appréciait pas sa créativité, elle se sentait étouffée. Ses parents la consolaient, lui disaient que c'était bon, qu'elle trouverait quelque chose de mieux. Ils lui ont proposé de revenir vivre à la maison pendant qu'elle faisait le point. Je vivais toujours dans mon appartement exigu, travaillant toujours de longues heures pour un salaire modeste, mais personne ne semblait le remarquer. Personne ne me demandait comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Mes luttes étaient invisibles parce que je ne m'en plaignais pas. Je continuais simplement à avancer. Au cours des années suivantes, j'ai gravi les échelons lentement et douloureusement. J'ai obtenu ma licence immobilière, commencé à travailler sur de petites transactions résidentielles, puis sur des propriétés commerciales. Je travaillais sans relâche, participant à des événements de l'industrie, même quand j'étais épuisé, construisant des relations qui finiraient par mener à de plus grandes opportunités. À 26 ans, j'avais décroché un emploi chez Bright Weiminning, une entreprise bien établie, réputée pour son excellence. Ce ne fut pas une transition facile. La concurrence était féroce et je devais faire mes preuves de nouveau. Mais je l'ai fait. J'ai travaillé plus dur que quiconque dans mon service et lentement, j'ai commencé à gagner le respect de mes collègues. Bethany, en revanche, continuait à errer. Elle a travaillé dans les relations publiques pour une organisation à but non lucratif, puis est partie après un an parce qu'elle se sentait sous-estimée. Elle a essayé l'organisation d'événements, convaincue que cela conviendrait parfaitement à sa personnalité extravertie, mais a démissionné après quelques mois car les horaires étaient trop imprévisibles. Elle a tâtonné dans la gestion des médias sociaux, la rédaction freelance, et a même brièvement envisagé de reprendre des études pour un diplôme supérieur qu'elle n'a jamais poursuivi. Chaque fois qu'elle quittait un emploi, nos parents la rassuraient en lui disant qu'elle était simplement trop talentueuse pour ces environnements, qu'elle méritait quelque chose de mieux. Ils ne se sont jamais demandé si elle faisait des efforts, jamais suggéré qu'elle devait peut-être s'accrocher à quelque chose assez longtemps pour réellement développer des compétences. Ils ne cessaient de lui répéter que la bonne opportunité était là, l'attendant. Et je continuais à travailler. Je continuais à me sacrifier. Je continuais à me construire une vie qui était entièrement la mienne. À mes 30 ans, j'avais été promue directrice principale des acquisitions chez Bright Weiminning. Je supervisais d'importantes transactions foncières, négociant des contrats d'une valeur de millions de dollars, voyageant constamment pour rencontrer des investisseurs et des promoteurs. Mon salaire avait considérablement augmenté, et pour la première fois de ma vie, je me sentais financièrement en sécurité. J'ai commencé à épargner agressivement, mettant de l'argent de côté pour l'avenir que je voulais construire. Je rêvais de posséder une propriété, d'avoir une maison qui soit vraiment la mienne, pas seulement un appartement en location dont je pouvais être expulsé à tout moment. L'appartement à Miami était un objectif depuis des années. J'avais étudié le marché, visité des dizaines de propriétés, travaillé avec un agent immobilier qui comprenait exactement ce que je cherchais. Quand j'ai finalement trouvé l'endroit parfait, un appartement spacieux avec des baies vitrées donnant sur l'océan, j'ai su que cela valait chaque centime. L'achat était une étape importante, une représentation tangible de tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'en étais fier, je voulais partager cette fierté avec ma famille. Mais au lieu de célébrer avec moi, ils m'ont fait sentir que j'avais fait quelque chose de mal. Quand mes parents m'ont ordonné de m'excuser d'avoir fait sentir Bethany insignifiante, j'ai réalisé qu'ils s'attendaient vraiment à ce que mon succès lui appartienne. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement, il s'agissait de tout, les promotions que j'avais obtenues, le salaire pour lequel j'avais travaillé, les relations que j'avais bâties au fil des années de réseautage et d'efforts. Dans leur esprit, tout cela aurait dû être partagé avec Bethany parce qu'elle luttait, parce qu'elle n'avait pas encore trouvé sa voie, parce qu'elle était de la famille. Mais je ne leur avais jamais demandé de partager leurs ressources avec moi, je ne m'étais jamais attendu à ce qu'ils me tirent d'affaire quand les choses devenaient difficiles. J'avais fait mon propre chemin, et je l'avais fait sans m'appuyer sur personne. Pourquoi était-on censé que je donne à Bethany ce qu'elle n'avait pas gagné? Je passais les jours après Thanksgiving à rejouer la conversation dans mon esprit, essayant de comprendre leur réaction. Je pensais appeler ma mère, essayer d'expliquer ma perspective, mais je savais que cela ne ferait aucune différence. Elle avait déjà pris sa décision, c'était moi l'égoïste, c'était moi qui devais faire amende honorable. Au lieu de cela,
je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'avais une transaction importante à conclure début décembre et j'ai concentré toute mon énergie à faire en sorte qu'elle se déroule sans accroc. J'ai examiné les contrats, coordonné avec les équipes juridiques, rencontré les investisseurs. Il était plus facile de m'enfouir dans le travail que de ruminer la déception que je ressentais. Mais même en essayant de passer à autre chose, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé dans ma relation avec ma famille. J'avais toujours su que Bethany était la favorite, qu'elle recevait plus d'attention et de soutien. Mais je m'étais convaincu que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Maintenant, cependant, je réalisais à quel point la disparité était profonde. Ils ne favorisaient pas seulement Bethany, ils m'en voulaient d'avoir réussi sans leur aide. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était pas la fin, Bethany n'allait pas devenir soudainement autonome, elle allait continuer à lutter, à attendre des aides, et ses parents allaient continuer à la soutenir. Et finalement, ils reviendraient vers moi, demandant plus, non pas comme une demande, mais comme une attente, car à leurs yeux, mon succès n'était pas le mien à garder, c'était une ressource familiale et Bethany y avait autant droit que moi. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour sacrifier ce que j'avais construit avec tant d'efforts. S'ils voulaient me voir comme égoïste, alors je l'assumerais, parce que l'alternative était d'abandonner tout ce pour quoi j'avais lutté. Et je n'étais pas prête à faire ça. Ni pour eux. Ni pour personne. J'ai essayé de me défendre calmement, mais ils ont insisté sur le fait que je lui devais des opportunités, de l'argent, et maintenant même mes contacts durement acquis. Les jours suivants Thanksgiving se sont estompés dans une brume de travail et de frustration, je gardais mon téléphone en mode silencieux la plupart du temps, incapable de gérer le flot de messages de ma mère. Ils étaient toujours les mêmes, ta sœur est blessée. Tu dois penser à la façon dont tes actions l'affectent. La famille passe avant tout, Diana. J'avais envie de lui crier que je pensais à Bethany depuis des années, que je lui avais offert des conseils quand elle cherchait du travail, que je l'avais présentée à des personnes de mon réseau qui pourraient l'aider, que je lui avais même prêté de l'argent une fois. Argent que je n'ai jamais revu. Mais rien de tout cela n'importait plus maintenant. Tout ce qui importait, c'était que j'avais acheté un appartement et que je ne les avais pas consultés d'abord, comme si mes décisions financières étaient en quelque sorte soumises à un vote familial. Un soir, environ une semaine après Thanksgiving, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être pensais-je qu'il serait plus raisonnable que ma mère. Peut-être espérais-je qu'il verrait enfin mon point de vue. Diana, il faut qu'on parle, dit-il, sa voix lourde de déception. Je soupirai, m'adossant au canapé de mon appartement. Papa, je n'ai vraiment pas l'énergie pour ça en ce moment. Tu n'as pas l'énergie, répéta-t-il, son ton incrédule. Ta sœur est en larmes tous les jours à cause de toi, et tu n'as pas l'énergie. Je fermai les yeux, essayant de garder ma voix stable, je ne lui ai rien fait, papa. J'ai acheté une maison. C'est tout. Tu l'as exhibée devant elle, dit-il sèchement. Tu sais qu'elle a des difficultés et tu lui as frotté ton succès au nez. Je n'ai rien exhibé, rétorquai-je, ma patience s'épuisant. Je l'ai mentionné une fois en passant. Je ne savais pas que j'avais besoin de votre permission pour parler de ma propre vie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand mon père reprit la parole, sa voix était plus froide, tu as toujours été comme ça, Diana, toujours si centrée sur toi-même. Ta mère et moi t'avons mieux élevé que ça. Je sentis une boule se former dans ma gorge, mais je refusais de le laisser m'entendre pleurer. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Je ne vous ai jamais rien demandé. Et maintenant vous êtes fâché contre moi parce que je réussis bien. Cela n'a aucun sens. Ça a parfaitement du sens, dit-il. Vous êtes de la famille. Vous êtes censés vous aider mutuellement. Bethany a besoin de toi et au lieu de l'aider, tu achètes des appartements de luxe et tu agis comme si elle n'existait pas. Je n'agis pas comme si elle n'existait pas, dis-je, ma voix montant. Je l'ai déjà aidée. Je lui ai donné des conseils, des contacts, de l'argent, mais elle n'en fait jamais rien. Elle passe juste à autre chose et s'attend à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Ce n'est pas juste, dit mon père d'un ton sec. Elle fait de son mieux. Vraiment, demandai-je, les mots sortant plus durement que je ne l'avais voulu. Parce que de mon point de vue, on dirait qu'elle se laisse porter par la vie, s'attendant à ce que tout le monde la prenne en charge.
La ligne redevint silencieuse. J'entendais mon père respirer à l'autre bout, et je savais que j'avais franchi une limite. Mais je m'en fichais désormais. J'étais fatigué d'être la méchante de leur histoire. Tu lui dois des excuses, dit mon père finalement. Et tu lui dois plus que ça. Tu as des contacts, Diana. Tu pourrais l'aider à trouver un vrai travail, un bon travail. Mais au lieu de cela, tu accapares tout pour toi-même. Je sentis mon estomac se tordre. Voilà. La vraie raison pour laquelle ils étaient si contrariés. Ils ne voulaient pas seulement que je m'excuse, ils voulaient que je serve à Bethany une carrière sur un plateau d'argent. Papa, je ne peux pas juste lui donner un emploi, dis-je, ma voix tremblante. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu pourrais si tu voulais, insista-t-il. Tu as le pouvoir de faire en sorte que cela se produise, mais tu es trop égoïste pour le faire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient et j'avais mal au ventre. Ils croyaient sincèrement que mon succès leur appartenait, que j'avais une certaine obligation de partager tout ce que j'avais gagné avec Bethany. Et quoi que je dise, ils n'allaient pas changer d'avis. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard, faisant les gestes habituels au travail, mais incapable de me concentrer. Je ne cessais de rejouer la conversation avec mon père, la façon dont il m'avait traité d'égoïste, la façon dont il avait exigé que j'utilise mes contacts pour aider Bethany. Ce n'était pas une demande, c'était une attente et je savais que si je ne me conformais pas, il ne me pardonnerait jamais. Mais je savais aussi que donner à Bethany un emploi qu'elle n'avait pas mérité serait un désastre. Elle n'avait ni les compétences, ni l'expérience, ni l'éthique de travail pour réussir dans mon secteur. Et si je tirais des ficelles pour la faire embaucher, je mettrais ma propre réputation en jeu. Mes collègues me respectaient parce que j'avais fait mes preuves. Si je commençais à recommander des candidats non qualifiés juste parce qu'ils étaient de la famille, ce respect disparaîtrait. J'étais piégé. Si j'aidais Bethany, je risquais de nuire à ma carrière. Si je ne l'aidais pas, ma famille ne me pardonnerait jamais. Puis j'ai surpris ma sœur disant à une amie qu'elle obtiendrait enfin un vrai travail parce qu'elle supposait que je la placerais dans un poste bien rémunéré au sein de mon entreprise. Cela s'est produit lors d'une brève visite chez mes parents à Atlanta. J'étais allé chercher des documents que ma mère avait insisté pour que je prenne et j'avais prévu de ne rester que quelques minutes. Mais en franchissant le seuil, j'entendis la voix de Betty venant du salon. Elle était au téléphone, son ton enjoué et excité, « Oui, je sais. Ça a été une année tellement difficile, mais les choses s'améliorent enfin. Diana va me trouver un emploi dans son entreprise, quelque chose en gestion probablement. Je veux dire, elle me doit bien ça après tout ce qui s'est passé. » Je me figeais dans le couloir, le cœur battant. Elle ne m'avait même pas demandé. Elle avait juste supposé que je le ferais, que je lui donnerais un poste bien rémunéré sans poser de questions. Oh, je sais que ça va être incroyable, continua Bethany, sa voix dégoulinante de suffisance. Enfin, j'aurai un emploi qui paie vraiment bien. Et il est temps, tu sais. J'ai travaillé si dur et je mérite quelque chose de bien. Je sentis une montée de colère si intense que je dus m'accrocher à l'encadrement de la porte pour me stabiliser. Elle pensait qu'elle le méritait. Elle pensait que je lui devais ça. Et nos parents avaient clairement renforcé cette croyance, lui disant que je serais là, que je résoudrais tous ses problèmes. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison avant qu'elle ne puisse me voir. Je ne me faisais pas confiance pour avoir une conversation avec elle à ce moment-là. J'étais trop en colère, trop blessé, trop submergé par la pure audace de son hypothèse. En rentrant à mon appartement, je pris une décision, s'il voulait que j'offre un emploi à Bethany, alors je le ferais, mais ce ne serait pas le travail qu'elle attendait. Alors quand elle fut licenciée des semaines plus tard et qu'il vint me supplier de faire ce qu'il fallait, je lui proposai un poste de femme de ménage dans mon appartement juste pour voir leur vraie couleur. L'appel arriva un mardi après-midi, à la mi-décembre. J'étais en pleine réunion quand mon téléphone vibra avec un SMS de ma mère, « Appelle-moi immédiatement. » Urgence. Je m'excusai de la salle de conférence et entrai dans le couloir. Mon pouce accélérant, je composai son numéro, me préparant déjà à tout drame qui allait se dérouler. « Diana, Dieu merci, » dit ma mère, sa voix frénétique. « C'est Bethany. Elle s'est fait virer. » Je m'appuyai contre le mur, fermant les yeux, bien sûr. Que s'est-il passé? Peu importe ce qui s'est passé, dit ma mère rapidement. Ce qui importe, c'est qu'elle a besoin d'aide.
Elle a besoin d'un emploi, Diana, et tu es la seule à pouvoir lui en donner un. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Maman, je ne peux pas simplement créer un poste pour elle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux si tu veux, insista TL, son ton acerbe. Tu as le pouvoir de faire en sorte que cela se produise. Tu lui dois ça, Diana. Après tout, tu lui dois. C'était là encore, l'attente que mon succès soit un atout familial, quelque chose à distribuer selon leurs besoins plutôt que quelque chose que j'avais gagné pour moi-même. Je ne lui dois rien, dis-je doucement. Comment peux-tu dire ça, s'emporta ma mère. C'est ta sœur. C'est de la famille et en ce moment elle est en difficulté et tu es la seule à pouvoir l'aider. Je pensais à la conversation que j'avais surprise des semaines auparavant, la confiance arrogante dans la voix de Betty lorsqu'elle avait dit à son amie que j'allais lui donner un poste de direction. Je pensais à toutes les fois où j'avais essayé de l'aider pour la regarder gâcher chaque opportunité. Et je pensais à la façon dont mes parents m'avaient fait culpabiliser pour avoir travaillé dur et accompli quelque chose. Je vais l'aider, dis-je finalement. Ma mère laissa échapper un soupir de soulagement. Merci, Diana. Je savais que tu tiendrais parole. Mais je ne lui donnerai pas d'emploi dans mon entreprise, continuai-je, ma voix ferme. J'ai un poste différent en tête. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens d'acheter un appartement à Miami, dis-je. J'ai besoin de quelqu'un pour le garder propre, pour entretenir la propriété quand je ne suis pas là. Je peux proposer à Bethany un poste de femme de ménage. Le salaire est juste et c'est un travail honnête. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais pratiquement l'esprit de ma mère s'emballer, essayant de traiter ce que je venais de dire. Un poste de femme de ménage, répéta-t-elle, sa voix à peine audible. Oui, dis-je. C'est une offre d'emploi légitime. Elle serait responsable de la propreté de l'appartement, de l'entretien de base, ce genre de choses. Je suis prête à bien la payer pour ça. Diana, tu ne peux pas être sérieuse, dit ma mère, sa voix montant. Tu veux que ta sœur soit ta femme de ménage. Je veux qu'elle ait un emploi, dis-je calmement. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Pas comme ça, cria ma mère. C'est humiliant. Elle a un diplôme universitaire, Diana. Ce n'est pas une femme de ménage. Alors peut-être devrait-elle utiliser ce diplôme pour trouver son propre travail, dis-je, ma patience finissant par céder. Je lui propose un poste. Si elle n'en veut pas, c'est son choix. Mais je ne vais pas tirer des ficelles pour la faire embaucher dans mon entreprise juste pour qu'elle puisse se laisser porter par la vie grâce à ma réputation. Tu es incroyable, siffla ma mère. Absolument incroyable. J'en ai assez de m'excuser d'avoir travaillé dur, dis-je. Si cela me rend incroyable, alors qu'il en soit ainsi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains tremblantes. Je savais que je venais de franchir une limite, mais je m'en fichais. J'étais fatigué d'être la méchante de leur histoire. J'étais fatigué de devoir sacrifier tout ce pourquoi j'avais travaillé juste pour faciliter la vie de Betty. Je suis retourné à ma réunion, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit s'emballait, rejoignant la conversation avec ma mère, imaginant les retombées qui allaient inévitablement arriver. Mais sous l'anxiété, il y avait autre chose, un sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais posé une limite, et je n'avais aucune intention de les laisser la franchir. Ce soir-là, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Bethany. J'ai envisagé de la laisser sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Tu te fous de moi » cria-t-elle au moment où je décrochais. « Un poste de femme de ménage ? Tu es sérieuse ? » « Bonjour à toi aussi, dis-je sèchement. « Ne joue pas à ça avec moi, Diana » s'emporta-t-elle. « Maman m'a dit ce que tu as dit. Tu penses vraiment que je vais nettoyer ton stupide appartement ? Je pense que tu as besoin d'un emploi, dis-je calmement. Et je t'en propose un. Si tu ne le veux pas, c'est bien. Mais ne fais pas comme si je n'essayais pas d'aider. » Aider, répéta-t-elle, sa voix dégoulinante d'incrédulité. Tu appelles ça aider? Tu m'humilies exprès. Tu veux me faire passer pour pathétique. Je veux que tu prennes la responsabilité de ta propre vie, dis-je, ma voix se durcissant. Tu as presque 30 ans, Bethany. Tu as navigué d'un emploi à l'autre pendant des années, et chaque fois que quelque chose ne va pas,
tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre le répare. J'en ai assez d'encourager ce comportement. Encourager la dépendance, hurla-t-elle. Tu penses que j'ai besoin d'être aidé? J'ai travaillé toute ma vie, Diana. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités que toi que je n'ai pas essayé. Tu as eu plein d'opportunités, rétorquai-je. Tu ne t'accroches jamais à rien assez longtemps pour aller jusqu'au bout. Et maintenant tu t'attends à ce que je te donne un poste bien rémunéré que tu n'as pas mérité juste parce que nous sommes de la famille. Je mérite mieux que de nettoyer des toilettes, dit-elle, sa voix tremblante de rage. Alors gagne-le, dis-je simplement. Il y eut un long silence. J'entendais Bethany respirer à l'autre bout du fil, et je savais qu'elle peinait à trouver une réponse. Tu es une sœur terrible, dit-elle finalement, sa voix brisée. Je te déteste. C'est bon, dis-je doucement. Mais l'offre tient toujours. Si tu veux le poste, il est à toi. Sinon, j'espère que tu trouveras autre chose. Elle raccrocha sans un mot de plus. Je posai mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et le fixai un long moment, attendant de ressentir quelque chose, de la culpabilité, peut-être, du regret. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Au cours des jours suivants, les messages affluèrent. Mon père me traita de déshonneur. Ma mère m'envoya de longs SMS décousus sur la façon dont je déchirais la famille. Bethany posta des messages vagues sur les réseaux sociaux concernant la trahison des personnes en qui l'on a le plus confiance. J'ignorais tout cela. J'en avais assez de me défendre, j'en avais assez d'expliquer mes choix. S'ils voulaient me voir comme la méchante, alors c'était leur problème, pas le mien. Mais même en essayant de passer à autre chose, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Ils n'allaient pas laisser tomber. Ils allaient continuer à me pousser, à exiger, à essayer de me culpabiliser pour que je donne à Bethany ce qu'elle voulait. Et je savais que, finalement, j'allais devoir les affronter à nouveau. Ce moment arriva plus tôt que prévu. La mâchoire de ma sœur tomba et mes parents explosèrent lorsqu'ils réalisèrent que je n'avais aucune intention de l'élever au-dessus de l'effort qu'elle était prête à fournir. C'était 2 jours avant Noël quand ils sont arrivés à mon appartement à Atlanta. Je venais de rentrer du travail, épuisé après une longue journée de réunion, quand j'entendis la sonnette. Je jetai un coup d'œil à l'écran de l'interphone et vis mes parents dans le hall, leurs visages sombres. J'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Je leur ouvris la porte, mon estomac se tordant de peur. Quand j'ouvris la porte, ma mère me dépassa sans un mot, le visage tendu de colère. Mon père suivit, son expression froide et distante. Bethany entra en dernier, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Il faut qu'on parle, dit ma mère, sa voix perçante. Je fermai la porte et croisai les bras, m'appuyant contre le mur. D'accord, parlez. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que Bethany prenne ce poste, dit ma mère, son ton accusateur. C'est dégradant. C'est humiliant. Et c'est complètement en dessous d'elle. C'est un travail honnête, dis-je calmement. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Elle a un diplôme universitaire, intervint mon père. Elle ne devrait pas faire le ménage. Alors elle devrait utiliser ce diplôme pour trouver un emploi, dis-je, ma voix se durcissant. Mais elle ne peut pas rester assise à attendre que quelqu'un lui offre une carrière. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu pourrais l'aider, dit ma mère, sa voix montant. Tu as des contacts, Diana. Tu pourrais lui trouver un vrai travail, un travail bien rémunéré et qui utilise ses compétences. Quelles compétences, demandai-je, ma patience finissant par céder. Elle a été virée de tous les emplois qu'elle a jamais eus. Elle n'a pas d'expérience, pas de formation spécialisée et pas d'éthique de travail. Que suis-je censé dire exactement à mes collègues? Qu'elle est qualifiée juste parce que c'est ma sœur? Tu es censé l'aider parce que c'est de la famille, rétorqua ma mère. C'est ce que fait la famille. La famille ne signifie pas que je doive sacrifier ma réputation pour masquer ses échecs, dis-je, ma voix froide. Si elle veut un emploi dans mon secteur, elle doit le mériter. Et cela signifie commencer par le bas, comme je l'ai fait. Bethany, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, parla enfin, tu penses que tu es tellement meilleur que moi, n'est-ce pas? Je me tournai pour la regarder, ma mâchoire serrée. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire, dit-elle, sa voix tremblante.
Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que tout le monde, comme si tu étais la seule à travailler dur, comme si le reste d'entre nous était juste paresseux et inutile. Je n'ai jamais dit que tu étais paresseuse, dis-je doucement. Mais je ne vais pas faire semblant que tu as fourni le même effort que moi. Tu ne l'as pas fait. Parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités, rétorqua-t-elle. Maman et papa t'ont aidé quand tu as commencé. Ils ont payé ton appartement. Ils ont couvert tes dépenses. Je la regardais, l'incrédulité m'envahissant. Tu es sérieuse? Ils ne m'ont jamais aidé. J'ai vécu de nouilles instantanées pendant 2 ans parce que je ne pouvais rien me permettre d'autre. J'ai fait des stages non rémunérés et pris des emplois que personne d'autre ne voulait juste pour mettre un pied dans l'entreprise. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné seul. Ce n'est pas vrai, dit ma mère, sa voix défensive. Nous t'avons toujours soutenu. Vous avez soutenu Bethany, dis-je, ma voix montant. Vous avez payé son loyer. Vous avez acheté sa voiture. Vous avez couvert ses factures. Je n'ai rien eu. Parce que tu n'en avais pas besoin, dit mon père, son ton dédaigneux. Tu étais bien toute seule. Alors, parce que je luttais en silence, je ne méritais pas d'aide, demandai-je, ma voix tremblante de colère. Mais parce que Bethany se plaint constamment, elle obtient tout sur un plateau. Personne ne répondit. Ils me fixaient simplement, leur visage mêlant choc et indignation. J'en ai fini avec ça, dis-je, ma voix calme mais ferme. J'ai offert un emploi à Bethany. Si elle ne le veut pas, c'est bien. Mais je ne vais pas user de mes relations pour la faire embaucher dans mon entreprise. Elle doit s'occuper de sa propre vie et vous devez arrêter de la soutenir. Tu vas le regretter, dit ma mère, sa voix froide. Un jour tu auras besoin de nous et nous ne serons pas là. Bien, dis-je en croisant son regard, parce que je n'ai jamais eu besoin de vous avant et je ne vais pas commencer maintenant. Ils partirent sans un mot de plus, claquant la porte derrière eux. Je restais là dans le silence, mon cœur battant, mes mains tremblantes. J'avais juste rompu les liens avec ma famille, et je ne savais pas s'il y avait un moyen de réparer les dégâts. Mais alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, je réalisais quelque chose, je ne voulais pas réparer ça. J'en avais assez d'essayer de gagner leur approbation. J'en avais assez de sacrifier mon bonheur pour les rendre confortables. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Leur panique grandit quand j'expliquais calmement que mon entreprise exigeait des qualifications qu'elle n'avait pas et que le droit familial n'était pas un substitut à la compétence. Au cours des semaines suivantes, les messages continuèrent. Ma mère m'envoya de longs courriels alternant entre culpabilisation et accusation directe. Mon père laissa des messages vocaux, sa voix lourde de déception. Bethany publia des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, espérant clairement que je les verrais et me sentirais coupable. Mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Au travail, je me suis lancé dans un nouveau projet, une transaction majeure d'acquisition de terrain qui exigeait toute ma concentration et mon énergie. Je passais de longues heures au bureau, coordonnant avec les équipes juridiques, négociant avec les investisseurs et examinant les contrats. C'était épuisant, mais c'était aussi exaltant. J'étais bonne dans mon travail, et je n'avais besoin de la validation de personne pour le savoir. Un après-midi de début janvier, je reçus un courriel de Bethany. L'objet disait « Veuillez lire ceci ». J'hésitais avant de l'ouvrir, incertaine si je voulais me soumettre à une autre série d'accusations, mais la curiosité l'emporta, et je cliquai sur le message. Diana, comment sait-il? Je sais que les choses ont été très difficiles entre nous, et je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, je ne te demande pas de l'aumône, je ne te demande pas de me donner quelque chose que je n'ai pas gagné. Je te demande juste de me donner une chance. Je sais que j'ai fait des erreurs et je sais que je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions. Mais j'essaie. J'essaie vraiment et j'ai juste besoin que quelqu'un croie en moi. S'il te plaît Diana, donne-moi juste une chance. J'ai lu le courriel 3 fois, essayant de décider ce que j'en pensais. Une partie de moi voulait la croire, pensait que peut-être elle avait enfin réalisé ce qu'elle devait faire. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été échaudée trop de fois, ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était qu'une autre manipulation. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je voulais être cruel, mais parce que je savais que tout ce que je dirais ne ferait qu'entraîner plus de disputes, plus de culpabilité, plus d'exigence. J'en avais assez d'être entraîné dans leur drame.
Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Diana, dit une voix féminine, c'est Patricia de HoloGate System. Je travaille aux ressources humaines. Mon estomac se serra. HoloGate System était l'une des entreprises avec lesquelles ma firme collaborait fréquemment sur des projets de développement. J'avais une relation professionnelle avec plusieurs personnes là-bas et la dernière chose dont j'avais besoin était que mon drame familial déborde sur ma vie professionnelle. Oui, c'est Diana, dis-je avec prudence. J'appelle parce que nous avons reçu un CV de quelqu'un qui prétend être votre sœur, dit Patricia. Une Bethany. Elle vous a listé comme référence et a dit que vous pouviez garantir ses qualifications. Je fermai les yeux, ma mâchoire se serrant. Bien sûr qu'elle l'a fait. À quel poste postule-t-elle, demandai-je, redoutant déjà la réponse. Coordinatrice marketing senior, dit Patricia. C'est un poste de direction intermédiaire. Elle a dit qu'elle avait une vaste expérience en marketing et en relations publiques. Je laissai échapper un lent soupir, essayant de garder ma voix stable. Patricia, j'apprécie votre appel, mais je ne peux pas garantir ses qualifications. Elle n'a pas l'expérience pour un tel poste et je ne me sentirai pas à l'aise de la recommander. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je vois. Eh bien, merci pour votre honnêteté. Je vais en prendre note dans son dossier. Merci, dis-je doucement. J'ai raccroché, mes mains tremblantes. Bethany n'avait pas seulement supposé que je l'aiderais. Elle avait activement utilisé mon nom pour essayer d'obtenir un emploi pour lequel elle n'était pas qualifiée. Et si je n'avais pas été honnête avec Patricia, elle aurait pu être embauchée, pour ensuite échouer spectaculairement et nuire à ma réputation par la même occasion. J'étais furieuse, non seulement contre Bethany, mais aussi contre mes parents d'avoir encouragé ce comportement, de lui avoir fait croire qu'elle pouvait se laisser porter par la vie grâce aux efforts des autres. Ce soir-là, je reçus un SMS de ma mère, « Comment as-tu pu ?» Je fixai le message. Ma colère bouillonnant, je tapai une réponse, mes doigts s'envolant sur l'écran, « Comment aurais-je pu quoi ? Dire la vérité ? Refuser de mentir pour elle ? Je ne vais pas risquer ma carrière juste parce qu'elle pense mériter un emploi qu'elle n'a pas gagné. Elle doit prendre la responsabilité de sa propre vie, et vous devez arrêter de lui trouver des excuses. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir me raviser. Presque immédiatement, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Je la laissai sur la messagerie. Elle rappela encore et encore. J'éteignis mon téléphone et le posai sur le comptoir de la cuisine, ma poitrine serrée de colère et d'épuisement. Alors qu'il s'enfuyait avec indignation, je savourais le calme rare de savoir que j'avais enfin tracé une ligne qu'il ne pourrait plus franchir. Les jours qui suivirent furent d'un silence étrange. Pas d'appel, pas de SMS, pas de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux. C'était comme si ma famille avait collectivement décidé que je n'existais plus. Et à ma grande surprise, ça ne me dérangeait pas. En fait, je ressentais un soulagement que je n'avais pas connu depuis des années. Je passais les semaines suivantes à me concentrer sur moi-même. J'ai finalisé les détails de mon appartement à Miami, travaillant avec une designer d'intérieur pour l'aménager exactement comme je le voulais. J'y suis allé pour un long week-end, debout sur le balcon surplombant l'océan, respirant l'air salin, ressentant un sentiment d'accomplissement que personne ne pouvait me retirer. C'était le mien. Je l'avais gagné, et je n'allais pas m'en excuser. Au travail, ma dernière transaction s'est conclue avec succès, et mon patron m'a prise à part pour me féliciter. « Tu as fait un travail incroyable dernièrement », dit-il en me tapant sur l'épaule. « Continue comme ça et nous parlerons bientôt d'une promotion. » Je souris, sentant une montée de fierté. C'était ce qui importait, non pas l'approbation de ma famille, ni leurs attentes, mais mon propre succès, mes propres réalisations. Mais la paix ne dura pas. Fin janvier, je reçus un message d'une vieille amie d'université, Vanessa, qui vivait toujours à Atlanta et croisait occasionnellement ma famille lors d'événements sociaux. « Salut, je voulais juste te prévenir », écrivit-elle. « J'ai vu ta sœur hier dans un café, et elle racontait à quiconque voulait l'entendre comment tu l'avais abandonnée en son temps de besoin. Elle te fait passer pour un monstre. Je pensais que tu devais le savoir. » Je soupirai, posant mon téléphone. Bien sûr qu'elle le faisait. Bethany avait toujours été douée pour jouer la victime, pour inventer des histoires afin de se rendre sympathique. Je n'étais pas surprise, mais j'étais déçue.
J'avais espéré que peut-être, juste peut-être, elle prendrait le temps de réfléchir à son propre comportement, mais au lieu de cela, elle persistait, me peignant comme la méchante de son récit. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de ma tante, la sœur de ma mère. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Diana, je voulais juste prendre contact, dit-elle doucement. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, et je dois dire que je pense que tu as fait la bonne chose. Je clignai des yeux, surprise. Vraiment? Vraiment, dit-elle. J'aime ta sœur, mais elle a été choyée toute sa vie. Quelqu'un devait lui dire la vérité, et je suis contente que tu aies été assez courageuse pour le faire. Merci, dis-je, ma voix chargée d'émotion. Cela signifie beaucoup. Ta mère est contrariée, bien sûr, continua ma tante. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle sait que tu as raison. Elle ne veut juste pas l'admettre. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et au moment où nous avons raccroché, je sentis un poids s'enlever de mes épaules. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille reconnaissait que je n'étais pas la méchante de cette histoire, et cela me donnait l'espoir que peut-être les choses pourraient finir par changer. Mais je ne retenais pas mon souffle. Début février, je reçus un courriel d'une source inattendue. Il venait de Patricia de Hollowgate System. Diana, je voulais vous remercier encore une fois pour votre honnêteté concernant la candidature de votre sœur. Après avoir refusé de donner suite à sa candidature, elle a envoyé plusieurs courriels hostiles à notre équipe, nous accusant de discrimination et menaçant d'une action en justice. Je voulais juste vous faire savoir que nous avons tout documenté et que nous ne la considérerons pour aucun poste futur. Je pensais que vous devriez être au courant au cas où elle essaierait d'utiliser votre nom à nouveau. Je lus le courriel 2 fois, mon estomac se serrant. Bethany n'avait pas seulement été rejetée. Elle avait brûlé un pont et elle l'avait fait en utilisant mon nom comme référence. J'ai transféré le courriel à ma mère sans commentaire. Je n'attendais pas de réponse et je n'en ai pas eu. Mais je voulais qu'elle voie les conséquences d'avoir encouragé le comportement de Betty. Je voulais qu'elle comprenne que ce n'était pas ma faute. C'était le résultat d'années de chouchoutage, d'années d'excuses, d'années de refus de tenir Bethany responsable de ses propres actions. Une semaine plus tard, je reçus un appel de Bethany. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Diana, dit-elle, sa voix faible et tremblante. Pouvons-nous parler? De quoi, demandai-je, mon ton méfiant. De tout, dit-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai été injuste envers toi, et je veux juste m'excuser. Je m'assis sur mon canapé, le cœur battant. C'était la première fois qu'elle admettait avoir tort. D'accord, je t'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, continua-t-elle, sur le fait que j'attendais que les choses me soient données et tu avais raison. Je me suis laissé porter. J'ai blâmé tout le monde pour mes problèmes au lieu de prendre mes responsabilités et je suis désolé. Je voulais la croire. Je voulais penser que peut-être elle avait enfin eu un moment de lucidité. Mais j'avais déjà connu ça. J'avais entendu des excuses, vu des larmes, l'avais vu promettre de faire mieux, pour ensuite la voir retomber dans les mêmes schémas. Que vas-tu faire différemment, demandai-je doucement. Je vais me reprendre en main, dit-elle. Je vais trouver un emploi par moi-même. Je vais arrêter d'attendre que tout le monde règle ma vie, et je vais te prouver que je peux le faire. J'espère que tu le feras, dis-je sincèrement. Mais tu dois comprendre quelque chose, Bethany. Je ne vais pas continuer à te sauver. Tu dois te débrouiller seule. Je sais, dit-elle, sa voix se brisant. Et je le ferai. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et quand nous avons raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange d'espoir et de scepticisme. Je voulais croire qu'elle était sérieuse, qu'elle était enfin prête à changer. Mais seul le temps le dirait. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles de ma tante. Bethany avait trouvé un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise. Ce n'était pas glamour, et ce n'était pas particulièrement bien payé, mais elle se présentait tous les jours. Elle apprenait. Elle essayait. Mes parents, quant à eux, s'étaient tus. Ma tante mentionna qu'ils avaient du mal à accepter qu'ils avaient soutenu Bethany pendant des années, que leur approche avait fait plus de mal que de bien. C'était une réalisation difficile, et je savais qu'il leur faudrait du temps pour la digérer. Quant à moi, je prospérais. Ma promotion arriva en avril,
et avec elle une augmentation de salaire substantielle et plus de responsabilités. Je passais plus de temps à Miami, profitant de l'appartement que j'avais tant travaillé pour me payer. Je me fis de nouveaux amis, explorai la ville et me construisis une vie qui était entièrement la mienne. Un soir de fin mai, j'étais assise sur mon balcon à Miami, regardant le soleil se coucher sur l'océan quand mon téléphone vibra avec un SMS de Bethany. Merci de ne pas avoir abandonné. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère un jour pouvoir le gagner, Lisaïl. Je souris, tapant une réponse, tu es sur la bonne voie. Continue. Ce n'était pas une réconciliation complète. Il y avait encore beaucoup de blessures, beaucoup de dégâts qui prendraient des années à réparer, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais optimiste quant à l'avenir. Assise là, regardant le ciel prendre des nuances de rose et d'orange, je pensais à tout ce qui s'était passé, les accusations, les disputes, la douleur. Et je réalisais que poser cette limite, aussi douloureux que cela ait été, était la meilleure chose que j'aurais pu faire, non seulement pour moi, mais aussi pour Bethany. Elle avait besoin d'apprendre que le succès ne se donnait pas. Il se gagnait. Et j'avais besoin d'apprendre que je ne devais mes réalisations à personne. Je pris une gorgée de mon vin, sentant la brise marine sur mon visage, et me permis de savourer l'instant. J'avais travaillé dur pour cela. J'avais sacrifié pour cela, et je n'allais laisser personne me l'enlever. La trajectoire de Betty au cours de l'année suivante fut une descente lente et humiliante. Elle eut du mal à garder son poste d'assistante administrative, appelant souvent malade ou arrivant en retard. À l'automne, elle fut licenciée pour absence répétée. Mes parents tentèrent d'amortir sa chute une fois de plus, lui offrant de rester à la maison indéfiniment, mais leur situation financière s'était aggravée. Mon père avait pris sa retraite, et leurs économies étaient à la limite. Ils ne pouvaient plus se permettre de subventionner son mode de vie. Elle prit une série d'emplois à temps partiel, des postes de vendeuse principalement, où son diplôme universitaire ne signifiait rien. Elle travailla dans une boutique, un café, et finalement une épicerie. Chaque emploi était un rappel des opportunités qu'elle avait gâchées, des ponts qu'elle avait brûlés. Ses publications sur les réseaux sociaux, autrefois remplies de selfies et de photos de brunch, devinrent sporadiques et tamisées. Elle arrêta de parler de ses rêves et commença à parler de survie. Mes parents, confrontés à la réalité que leur soutien avait handicapé plutôt qu'aidé Bethany, commencèrent à prendre leur distance avec son drame. Ma mère arrêta de m'appeler avec des tentatives de culpabilisation. Mon père arrêta d'envoyer des messages vocaux déçus. Ils furent contraints d'accepter que j'avais eu raison depuis le début, que leur approche avait fait plus de mal que de bien. Ce fut une pilule amère à avaler, et je savais qu'ils m'en voulaient pour cela, même s'ils reconnaissaient tacitement la vérité. Bethany finit par emménager dans un petit appartement avec 2 colocataires, loin de la vie confortable qu'elle avait menée chez nos parents. Elle n'était plus l'enfant chéri. Elle était juste une autre personne essayant de joindre les deux bouts. Et bien que je ne ressentisse aucune satisfaction dans ses difficultés, je ne ressentais pas non plus de culpabilité. Elle avait fait ses choix et maintenant elle en vivait les conséquences. Quant à moi, je continuais à construire la vie que j'avais toujours voulu. Ma carrière florissait. Mon appartement à Miami devint un sanctuaire. Et je m'entourais de gens qui valorisaient le travail acharné et l'intégrité. J'avais appris que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de respect, de soutien et d'effort mutuel. Et si ma famille ne pouvait pas m'offrir ces choses, alors j'étais mieux sans eux. En repensant à ce parcours, je réalisais que le plus difficile n'avait pas été de couper les ponts. Cela avait été d'accepter que je méritais plus que ce qu'ils étaient prêts à me donner. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner leur approbation, à essayer de prouver que j'étais digne de leur amour. Mais la vérité était que j'avais toujours été digne. J'avais juste besoin de le croire moi-même. La vengeance, j'ai appris, ce n'était pas faire souffrir les autres. C'était reprendre son propre pouvoir, poser des limites et refuser de laisser quiconque diminuer sa valeur. Et en ce sens, j'avais gagné.